Autour du monde, des peuples ont bâti leur vie et leur maison sur l'eau. Le bateau joue un rôle essentiel dans leur existence. Au Bénin, sur le lac Nokoué, Ounsa est un homme indispensable à la vie de son village. À bord de son taxi-pirogue, il transporte ses concitoyens. Au Pérou, au cœur du lac Titicaca, Léo est un Aymara. Il vit sur une île, ou plutôt un confetti flottant constitué de roseaux, tout comme ses bateaux. Une journée dans la vie de deux hommes qui vivent sur l'eau et naviguent à la manière de leurs précurseurs. Le lac Nokoué se situe au Bénin, au nord de Cotonou, la capitale du pays. Cette région est la plus grande zone humide du pays. Elle s'étend sur plus de 900 km². Au début du XVIIIe siècle, pour échapper aux chasseurs d'esclaves à la solde des Portugais, des fugitifs trouvent refuge dans des eaux marécageuses et inhospitalières. Ils y fondent le village de Ganvié. Aujourd'hui, près de 40 000 personnes vivent sur pilotis, dans des maisons de bois et de bambou. On les appelle les Tauphins, les hommes de l'eau. Ounsa est un taxi-piroguier qui a le sens des affaires. Il possède plusieurs embarcations. Les plus grandes font la navette entre Ganvié et Cotonou. On ne devient pas piroguier du jour au lendemain. C'est un métier qui s'apprend. Mon grand-père conduisait déjà une pirogue. C'est lui qui a appris à mon père comment naviguer. Puis mon père me l'a enseigné à son tour. Maintenant, c'est moi qui transmets ce savoir-faire à mes enfants, qui plus tard vont le transmettre aussi. C'est comme ça ici. Deux de ses fils sont déjà dans le métier. Ce sont eux qui assurent la traversée entre Ganvié et la capitale, un voyage d'1h30 sur des barques bondées qui peuvent accueillir jusqu'à 90 passagers. Ce matin, un trou dans la coque du bateau préoccupe Ounsa. Une réparation de fortune avec un morceau de tôle fera l'affaire. La pirogue pourra prendre le départ. Mais plus préoccupant, le brouillard est tombé sur le village, comme souvent durant la saison sèche. Ounsa donne quelques conseils de prudence à ses fils. Allez doucement quand vous démarrez et regardez toujours la voie. Si vous avancez prudemment, vous partirez sain et sauf et vous reviendrez sain et sauf. Avant de partir, des passagers s'achètent de quoi manger au marché flottant où, dès l'aube, des dizaines de vendeuses s'activent sur leur flottille de pirogues. Cet épais brouillard qui recouvre Ganvié est causé par l'écart de température entre les eaux froides du lac et le souffle chaud de l'harmattan, un vent qui provient du Sahara. La pirogue, c'est ma vie, c'est ma réalité. C'est primordial pour tout le monde ici d'avoir accès à une embarcation. Si tu veux te déplacer, tu as besoin d'une pirogue. Vous voyez tous ces gens qui passent autour de nous à bord de leur pirogue? Pour nous, c'est comme avoir une voiture ou une moto sur la terre ferme. C'est notre mode de transport. Avec ses milliers de cases sur pilotis,
Ganvié est la plus importante cité lacustre d'Afrique de l'Ouest. On la surnomme la Venise du Bénin. Nous n'avons pas l'eau potable ici. Pour en avoir, il faut apporter nos bassines jusqu'au puits et acheter l'eau à la pompe, qu'on rapporte ensuite à la maison pour boire et cuisiner. Il n'y a pas d'électricité non plus, alors on doit utiliser des lampions et des lanternes. Unsa est rentré chez lui pour partager le premier repas de la journée avec ses plus jeunes fils. Iris, l'une de ses 3 épouses, a préparé de l'eba, un plat fait de pâte de manioc et de sauce tomate au poisson fumé. J'aime manger avec mes enfants le matin. Les enfants doivent manger avant d'aller à l'école. Ils doivent être rassasiés pour être attentifs en classe. Après avoir mangé, les enfants vont partir à l'école en pirogue. La pirogue est essentielle pour nous, même pour les plus jeunes. Ils feront aussi monter des camarades sur la pirogue. Ici, la moitié des enfants du village vont à l'école. Les autres travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille. Et dans les salles de classe, il n'y a qu'une seule fille pour 10 garçons. À l'autre bout du monde, un autre peuple vit sur l'eau. Le lac Titicaca est le plus haut lac navigable du monde. Il s'étend à 3800 mètres d'altitude entre la Bolivie et le Pérou. Côté péruvien, le lac est parsemé d'une centaine d'îles artificielles, les îles flottantes nommées Uros, nom du peuple indigène qui les occupait autrefois. Bien qu'il existe plusieurs théories sur le sujet, tous s'entendent pour dire que c'est pour échapper aux Incas vers le XIIIe siècle que les Uros ont trouvé refuge sur l'eau, puis s'y sont établis. Les Uros sont aujourd'hui disparus, remplacés par les Aymaras. Le jour se lève sur le lac Titicaca. On a beau être en été, la température ne dépasse pas 0 degré. Léo habite l'île Winnie Balsero, qui en espagnol signifie « marin pour toujours ». Ce matin, il part relever ses filets de pêche avec ses parents. Le lac Titicaca est très important pour nous. C'est lui qui nous nourrit. Je le trouve aussi très beau. Quand le soleil apparaît, on peut admirer le bleu de l'eau. Lorsqu'il se couche, on sent le vent qui se lève et on voit les vagues qui se forment. C'est magnifique. Aujourd'hui, la pêche est plutôt maigre. Le poisson pris dans le filet s'appelle karachi, un petit poisson du lac qui se fait rare. Des truites, introduites ici par des biologistes américains au siècle dernier, sont devenues de redoutables prédateurs. Après la pêche, on ira sur la péninsule pour faire du troc.
On pourra échanger nos poissons contre des pommes de terre, de l'orge, du maïs et plein d'autres choses. Les poissons sont ensuite nettoyés et rassemblés pour le troc. Car chez les Aymaras, comme chez les Ouros autrefois, la nourriture ne s'achète pas. Elle s'échange. Léo et sa famille embarquent pour la péninsule de Lukina, terre ferme la plus proche qui se trouve à plus d'une demi-heure de leur île. C'est là que s'effectue le troc avec les agriculteurs de la côte. Pour signaler leur présence, ils dressent une perche ornée d'une couverture en guise de drapeau. C'est Assunta, la mère de Léo, qui dirige les opérations. Les premières clientes arrivent. Ce sont les femmes qui gèrent le troc et qui échangent le poisson ici. Toujours les femmes. Quand on ne peut pas les échanger, alors on va les vendre. Les hommes sont des pêcheurs et les femmes sont des commerçantes. C'est comme ça. C'est 5 kwaraki contre cette quantité de pommes de terre. Parfois, je donne un poisson en plus. Plusieurs de mes pommes de terre ont été mangées par les vers. Il y en a beaucoup qui sont gâtés. Elles sont toutes petites, car je dois les récolter avant qu'ils ne les dévorent. Léo et les siens vivent et travaillent de manière communautaire, comme le faisaient les Ouros. Les gains et les marchandises sont partagés équitablement entre les habitants de l'île, tous membres de la même famille. Les tâches sont également réalisées à plusieurs. J'aime beaucoup construire ces embarcations traditionnelles. J'en fabrique pour transmettre mon savoir-faire à mes enfants. Nous fabriquons ces bateaux principalement pour la collecte des œufs et la chasse aux oiseaux. C'est aussi une manière d'honorer le mode de vie de nos ancêtres. Cette plante utilisée par Léo et son frère Silver pour fabriquer leur bateau est un roseau commun au lac Titicaca appelé totora. Chez les Ouros, l'art de construire les embarcations de totora traditionnelles s'est transmis de génération en génération. Les Aymaras ont pu l'apprendre à leur tour grâce au métissage entre les deux peuples. Le totora est l'un des éléments les plus importants de notre culture depuis toujours. On peut tout faire avec le totora. On s'en sert pour construire les toits et les murs de nos maisons, pour constituer l'île flottante, pour faire de l'artisanat.
Mon chapeau, par exemple, est lui aussi fait de totora. C'est quelque chose d'important, et pas seulement pour construire des bateaux. Pour mettre la chance de son côté, Léo doit inaugurer son nouveau bateau. Comme le veut la tradition, c'est un habitant de la côte qui préside la cérémonie. Cette fois, c'est Chino, un marin de la ville de Puno, qui accomplit le rituel. À tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir choisi comme parrain. Je vais briser la bouteille pour inaugurer le bateau. Bonne chance. Merci. Ya, kailangan yan. Kat-katasin dyan. Ya. « 8 heures du matin à Ganvié, dans le sud du Bénin. Unsa va chercher son premier client. Il s'agit de Joseph, taxi piroguier comme lui, dont la pirogue est en réparation. Ma pirogue sera prête dans 3 semaines. Ce n'est pas si long. Tu as raison. Je vais me débrouiller. Mais d'ici à ce qu'elle soit réparée, j'aurai peut-être besoin de ton aide. D'accord. Taxi piroguier, c'est notre métier. Et on doit arriver à se débrouiller. C'est ce qu'on nous a appris à nous, les Toffins. Nous sommes de bons piroguiers. On ne pourra pas continuer à faire ce travail très longtemps. On se fait vieux déjà. Mais quand tu es un homme, tu dois trouver un travail. Tu dois faire au moins quelque chose pour nourrir ta famille et pouvoir t'en occuper. Oui. Joseph et Unsa croisent un bateau de pèlerins. Tous vêtus de blanc, ils chantent, dansent et vouent un culte à la divinité vaudou Atingali, celle qui protège ses adeptes de la maladie et de la sorcellerie. Le vaudou, c'est notre culture. Notre tradition. Ça a toujours été comme ça, et ça le restera. On ne pourra jamais abandonner le vaudou. Toi, tu es Ougan, un prêtre vaudou. Je suis vaudou et c'est ma culture. Comment je pourrais renier ça? Oui, c'est vrai. Jamais je ne me convertirai à une autre religion. C'est sûr. Je ne peux pas renoncer à ce que je suis. Le Bénin est le berceau du vaudou. Plus qu'une religion, le vaudou est depuis des siècles une culture, une philosophie, une manière de vivre. La majorité des habitants de Ganvié le pratiquent. Unsa se rend chaque jour à l'Abogayo, la cabane de son grand-père, pour y pratiquer un rituel. Chaque élément du rituel a sa fonction propre. La noix de cola pour invoquer les dieux, le talc pour procurer un parfum de paix, le soda pour apporter l'abondance et joie, et enfin l'alcool pour éloigner les ennemis. J'ai essayé le christianisme. Je suis allé dans une église chrétienne, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que les hommes ne s'occupent pas vraiment de Dieu. C'est Dieu le Père qui a créé les églises. Et c'est le même Dieu qui a permis au vaudou de naître. Dans l'église où je suis allé, la richesse et l'argent prenaient le pas sur les croyances et les pratiques religieuses. C'est là que j'ai réalisé que le vaudou avait vraiment sa place et qu'il était divin.
À présent, Unsa va rendre visite à Eric, le menuisier qui fabrique sa nouvelle pirogue. Il veut voir l'avancement des travaux. Bonne arrivée. Bonjour, comment ça va? Bien, ça avance bien. Les pirogues sont construites en agbonni, un bois qui provient du Nigeria. La pirogue, elle a la dimension que j'avais demandé? Non, pas tout à fait. On devait recevoir des morceaux de bois de 4 mètres. Mais on a plutôt reçu des morceaux de 3 mètres, 3 mètres et demi. Mais regarde, touche. Ok, je regarde ça. C'est du bon bois. Vous, les clients, il ne faut pas que vous repartiez d'ici avec l'idée que je fabrique de mauvaises pirogues. Alors vérifie bien. Assure-toi que c'est du bon bois et que j'ai bien fait mon travail. Ça me semble très bien. C'est du solide. Vous pouvez la retourner pour que je regarde de l'autre côté? Fais attention. Avec la modernisation, c'est possible qu'un jour les gens n'achètent que des barques commerciales et que mon métier disparaisse. J'ai appris la menuiserie, alors je peux construire des pirogues, mais je peux aussi construire des charpentes de maisons. Si la fabrication de pirogues venait à disparaître, j'aurais toujours la possibilité de construire des maisons sur pilotis. Pour sa future pirogue, Unsa tient à peindre lui-même sa nouvelle pagaie. Il faut la rendre attrayante pour attirer le regard des clients. La couleur est aussi un marquage qui permet de l'identifier en cas de vol. J'embellis ma pagaie en la peignant. Ça représente l'amour que j'ai pour mon travail et les clients aiment ça. C'est pareil pour ma tenue. C'est une question d'amour-propre et de préférence aussi. Quand je suis sur l'eau, je m'habille proprement, je m'habille bien et j'affiche mes vêtements. Unsa porte le chapeau traditionnel, le gobi. Seuls les hommes mûrs ont le droit de le porter. Vous voyez mon chapeau? Il est fait pour être posé tout droit sur la tête. Alors quand je le penche comme ça veut dire « sois humble et tu en profiteras ». La journée est bien avancée sur le lac Titicaca. À bord de son nouveau bateau, Léo se faufile dans le dédale des roseaux. Il est à la recherche d'œufs de canard des Andes, des oiseaux endémiques de la région. Ici, la terre ne nous permet pas de cultiver du quinoa ou des pommes de terre. Notre activité principale, c'est la pêche. Ensuite, on chasse les oiseaux et on récolte leurs œufs. Les 16 habitants de l'île Winnie Balsero composent la famille de Léo. Ses parents, ses 4 frères, leurs épouses et leurs enfants vivent côte à côte. Chaque maison abrite une petite famille. Chaque fois qu'un garçon se marie, il doit construire sa propre maison pour y vivre avec son épouse. C'est sa responsabilité.
Chaque île possède son chef, qui en devient le président. Par exemple, sur notre île, c'est mon père qui tient ce rôle. C'est un ancien, et il a beaucoup plus de savoir que nous. Il peut nous apprendre comment bien vivre sur l'île et comment en prendre soin. Il a toujours plein d'idées, et nous apprenons beaucoup avec lui. L'île de Roseau est totalement artificielle. Elle mesure environ 15 mètres de diamètre et 3 mètres d'épaisseur. Le niveau du lac varie avec les saisons. Quand l'eau devient trop profonde, l'île risque de dériver. Aujourd'hui, Léo et sa famille doivent la déplacer vers une zone du lac moins sensible. Il y a 11 ou 12 ancres qui maintiennent l'île en place. Sans les ancres, le vent et les vagues pourraient nous emporter au loin. Pour bouger l'île, qui est bien arrimée, on doit d'abord enlever les ancres et les cordages. Les ancres sont très lourdes. Ensuite, nous utilisons 2 cordes qui font 70 mètres de longueur pour l'attacher. Et finalement, pour la bouger, on a besoin de nos bateaux à moteur. Regarde la perche, l'île avance. Les huttes de Totora sont à la fois très petites et hautement inflammables. C'est toujours à l'extérieur, par tous les temps, que Léo et les siens prennent leur repas. Au menu, poissons, pommes de terre, fèves et œufs de canard. C'est un déjeuner typique. C'est mon plat favori de la journée. Et c'est le plus copieux, parce qu'on travaille dur. Ma femme s'appelle Martina. Ma fille aînée s'appelle Yannette. Elle a 4 ans. Le petit dernier, mon fils, il s'appelle Juan. Il aura bientôt 2 ans. Et voici ma nièce de 5 ans, Rosa Isabel. J'ai rencontré ma femme en jouant au foot lors d'une fête annuelle organisée par la communauté. Quand j'étais plus jeune, je voulais rencontrer une femme qui habitait sur la péninsule. Parce que je crois que les gens ont une meilleure éducation là-bas. Ici, quand tu es jeune, le seul avenir qui s'offre à toi, c'est de devenir pêcheur. Et en même temps, ici, la vie est simple, calme. Alors je me suis dit que je serais plus heureux avec une femme qui vient de chez moi. Au Bénin, Ounsa poursuit tranquillement sa journée de taxi-piroguier. Il aime bien son métier, mais sa vraie passion est ailleurs. Je suis un musicien à la base. Un musicien et un chanteur. Je fais de la musique traditionnelle. Mais je me suis vite rendu compte qu'ici, ça ne suffit pas pour faire vivre sa famille. Pour nourrir et entretenir tout le monde, j'ai dû me trouver un autre gagne-pain. C'est comme ça que j'ai pensé au taxi-pirogue.
Tout le monde en a besoin. Et ça me permet de subvenir à mes besoins personnels et à ceux de ma famille, en attendant que les opportunités en tant qu'artiste se présentent. La musique, ça ne suffit pas pour gagner sa vie. Dans cette cité lacustre où tous les déplacements sont difficiles, le piroguier se fait parfois ambulancier. À 25 ans, enceinte de 6 mois, Victoire attend son 5e enfant. Tu as rendez-vous avec le médecin? Oui, je voudrais bien le rencontrer. La sage-femme sera là aujourd'hui? Je ne sais pas. Tu as un souci avec le bébé? Si tu m'avais prévenu que tu voulais aller à la clinique, je serais venu te chercher plus tôt. Bon, je vais me dépêcher. À Ganvier, il n'y a qu'un seul dispensaire et qu'une seule sage-femme, Chantal Ounou. Elle pratique en moyenne 1 accouchement par jour. Elle suit les femmes enceintes, celles qui viennent d'accoucher, et les nouveau-nés. Ces journées sont bien remplies. Il y a 2 bébés en fait, ils ont moins d'1 semaine. Il y a une maman qui s'est plainte de fièvre, que l'enfant est en train de chauffer. J'ai pris la température, c'est à 37 degrés. Bon, j'ai dit d'ouvrir un peu les fenêtres, que ça va passer. La plupart des maladies soignées au centre de santé de Ganvier sont liées à l'eau. Ah oui, clairement. Il y a un peu plus de moustiques. On a surtout les affections comme le paludisme, le choléra aussi. Les maladies liées à l'eau. Les salmonelloses, bon, c'est le quotidien. Eh bien, non, Alofia. Bonsoir. Parfois, il y a des complications, on est obligé d'envoyer au niveau supérieur. Mais là, il faut une bague équipée qu'on n'a pas. Donc, on envoie les maris chercher les bagues, ceux qui ont des bagues motorisées. Les autres, c'est des pirogues. Bon. Donc, on a besoin d'une bague motorisée, une bague ambulance, quoi. C'est notre idéal, ça. Onsa s'accorde une pause au marché flottant. Un bout de pain, un thé glacé, c'est suffisant pour reprendre des forces. Retour au Pérou. Antonio, le père de Léo, emmène toute la famille se recueillir à la petite chapelle catholique Bronce Milagroso, la chapelle des miracles de bronze, située sur une île voisine. Un jour, le grand-père de ma femme, qui était parti pêcher au milieu du lac, s'est retrouvé coincé toute la nuit sous la pluie et la grêle, avec des vents très forts. C'était très dangereux. Il a survécu, mais le lendemain matin, il a trouvé une croix de bronze sur son bateau de Totora.
Il a pu rentrer chez lui et depuis, nous louons le saint qui a accompli ce miracle. On lui demande d'obtenir du travail et de pouvoir faire de bonnes affaires. On demande aussi à la déesse terre, Pachamama, de ne pas nous envoyer trop de vent, car il détruit nos filets et la pêche n'est pas bonne. Quand il n'y a pas de vent, on peut prendre un peu de poisson, qu'on va troquer ensuite contre des pommes de terre et des fèves, comme nous l'avons fait aujourd'hui. De retour sur l'île, Antonio montre à Léo comment assembler les roseaux pour construire une toiture. Antonio est le gardien de la culture des Ouros. Pour que leur tradition et leur manière de vivre perdurent à travers les Aymaras, il transmet son savoir-faire à ses enfants. Il faut bien observer le toit pour déterminer à quel moment il faudra en construire un autre. Un toit ne dure pas plus d'1 an. On utilise d'abord du bois pour faire la structure de la maison. Ensuite, on tisse le totora pour fabriquer les murs et le toit. On ne peut pas construire une maison tout seul. On doit travailler tous ensemble. C'est aussi plus agréable de travailler de cette façon. Je suis pas très rapide. Ça va comme ça? Tu peux le rouler à présent. Notre vie est difficile, mais nous sommes nés ici. Nous avons l'habitude de ce mode de vie et nous arrivons à supporter le froid. Le fait de vivre ici plutôt qu'ailleurs, ça nous permet aussi de maintenir nos traditions. Ici, la vie est belle, mais plutôt fraîche. Tous nos souhaits pour le futur sont pour nos enfants. On veut leur donner une éducation, de l'argent, la possibilité d'aller en ville pour poursuivre des études et avoir une profession. Au Bénin, Ounsa a prévu de se rendre dans un port situé à 8 km de Ganvié. Mais avant la traversée, il doit faire le plein. Pas de station-service officielle ici. On passe directement chez des particuliers qui traversent la frontière et achètent au Nigeria, pays voisin et producteur de pétrole, le carburant à bas prix. Le trafic d'essence est aujourd'hui la seule source de revenus de la moitié des habitants du pays. Pour faire la route jusqu'à Calavi, j'utilise une pirogue commerciale, une barque. Elle peut transporter beaucoup plus de gens. Le voyage vers le port de Calavi est très lucratif. Près de 1 euro. À Ganvié, pas d'horaire fixe. La grande pirogue ne partira que quand elle sera pleine.
Ce trajet entre Ganvié et Calavi est beaucoup plus rentable pour moi. Quand je trouve assez de passagers pour faire cette traversée, j'ai une bonne journée. Si tu maîtrises bien ton moteur et si tu contrôles bien la conduite de ta barque, il n'y a pas de grand danger sur cette voie. Mais il faut vraiment y être habitué. Mahutin est une cliente régulière d'Unsa. Tous les jours, elle fait la traversée vers Calavi pour vendre ses poissons au marché. Calavi est la deuxième ville la plus peuplée du Bénin après Cotonou. Dans le marché, toujours très fréquenté, on trouve de tout. À Ganvié, il n'y a pas de marché aux poissons comme celui de Calavi. Les poissons, on peut les pêcher à Ganvié, mais il faut venir jusqu'ici pour trouver les clients qui vont les acheter. Ici, c'est un vrai marché. On aurait besoin d'un grand marché à Ganvié, nous aussi. En fin de journée, une fois de retour à Ganvié, Unsa reprend la pirogue pour aller pêcher avec son fils cadet, Méchac. Quand je vais à la pêche avec mes enfants, ça représente beaucoup plus que de simplement passer du temps avec eux. Quand tu vas à la pêche, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu as besoin d'un coup de main. Je préfère que ce soit mes propres enfants qui m'aident. Qu'il y ait du poisson ou pas, ça n'a pas d'importance. Au moins, mon enfant aura cette connaissance. Et il saura que c'est une activité qu'on pratique à Ganvié. Pagayer à bord de la pirogue toute la journée, c'est comme faire du sport. C'est très exigeant. C'est fatigant de diriger l'embarcation, d'aller et de venir comme ça tout le temps, sans arrêt. Mais il y a également une fierté lorsqu'on se déplace sur l'eau. Je n'ai pas besoin de me retrouver sur la terre ferme, à bord d'une moto ou d'une voiture. Ma fierté, c'est ma pirogue. Sans pirogue, tu ne peux rien faire et tu ne peux aller nulle part. C'est notre véhicule et c'est la réalité des habitants de notre village. C'est la pirogue qui fait Ganvié. Quand la nuit tombe sur la cité lacustre, Unsa, le taxi-piroguier, le papa pêcheur, devient chanteur. Sa passion, Unsa la vit la nuit, et forcément au fil de l'eau.
Sur le lac Titicaca, les familles isolées sur ces îles minuscules ont besoin d'entraide et de solidarité pour survivre. Plusieurs fois par an, tous les Aymaras des îles Ouros se rassemblent pour exécuter des travaux communautaires. Aujourd'hui, on récolte des roseaux pour les besoins de l'école primaire. Si on ne récolte pas le totora, et si on ne le coupe pas, il va se détériorer. Il va changer de couleur et mourir. Là où il y aura des Aymaras, il y aura du totora. Notre communauté le coupe et le récolte, alors le totora peut continuer de pousser. La partie blanche du totora se mange. Pour nous, c'est un peu comme manger de la banane. Pour transporter le totora jusqu'à l'école, Léo et Silver doivent l'attacher et le remorquer lentement. Vue du ciel, leur embarcation semble parée d'une immense queue de roseaux, ondoyant sur les eaux du lac. L'école primaire des Aymaras se trouve à 2 km de l'île où vit Léo. Tous les ans, au mois de mars, juste avant la rentrée scolaire, tous les pères des enfants qui fréquentent l'école doivent récolter du totora et l'apporter dans la cour de l'école. C'est important que les enfants aient une aire de jeu propre, faite de nouveaux totora. Quand les roseaux sont vieux et humides, ce n'est pas bon pour les enfants. Ils peuvent se blesser. Alors tous les pères se retrouvent ici et on travaille tous ensemble. C'est un mode de vie communautaire, une tradition qui nous vient de nos ancêtres. Nos ancêtres ont toujours travaillé en communauté et en s'entraidant encore plus qu'aujourd'hui. Quand on travaille tous ensemble comme ça me fait plaisir parce que ça me permet de revoir des amis et de faire de nouvelles connaissances. On travaille tous dans la joie et ça nous permet de nous connaître les uns les autres. Après le travail, on mange tous ensemble et on dispute un match de football sur le terrain pour que les roseaux soient bien compacts. Je ne crois pas que notre communauté puisse disparaître.
Nous qui vivons sur le lac, nous n'avons pas les diplômes pour vivre en ville et quitter nos îles. Nous ne sommes pas très éduqués, mais nous avons des connaissances ancestrales, notre pêche et notre manière de travailler le totora. Je vis ici et je ne peux pas imaginer abandonner cet endroit pour habiter ailleurs. On sera ici encore longtemps. Quand le match se terminera, chaque famille retournera sur son île et reprendra les gestes du quotidien dans cet univers d'eau et de roseaux unique au monde. Au Bénin, comme au Pérou, des hommes et des femmes ont trouvé refuge sur l'eau. Ils se sont adaptés à cet univers aquatique hors du monde. Une vie singulière, rythmée par le vent, les flots et les bateaux.